Mesdames, Messieurs, bonjour. La FQP, Association France Qualité Performance en région PACA, a le plaisir de vous présenter le dernier webinaire de cette année dans le cadre de son programme Entraide. On sonne à votre porte. Vous ouvrez. Bonjour, c'est pour un audit inopiné. En fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Nous allons le voir tout de suite. Mais passons d'abord la parole au pilote du programme, Jean-Jacques Bonneau. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier webinaire de l'année, puisque effectivement nous bouclons aujourd'hui avec ce webinaire le programme Entraide 7. Nous sommes déjà au 7e programme, le programme Entraide 7 de la FQP PACA. Le webinaire d'aujourd'hui rentre dans la catégorie l'air du temps et il a pour titre l'audit inopiné, vous connaissez, vous êtes pour. En fait, l'audit inopiné n'est connu que par le petit nombre d'acteurs qui, par besoin professionnel, le pratiquent. Il est connu en général de peu de gens. Et l'objet de notre webinaire est de vous faire connaître et réfléchir sur cette pratique qui, au premier abord, est assez décoiffante, car elle prend le contre-pied de ce qu'est l'esprit commun habituel de l'audit. Au-delà du premier retrait que nous pouvons avoir en comprenant comment fonctionne la pratique de l'audit inopiné, vous allez vous apercevoir que cette pratique présente des côtés positifs et en tout cas des côtés positifs sur lesquels ça vaut la peine qu'on y réfléchisse. L'enjeu du webinaire, en fait, est que nous échangions, nous partagions ensemble sur nos points de vue sur cette pratique et que nous puissions ensemble en tirer des conclusions pour l'amélioration de nos propres pratiques en matière d'audit. Pour présenter et introduire le sujet et poser les bases de notre échange, de notre débat, deux intervenants qui, dans leur pratique professionnelle, pratiquent donc l'audit inopiné. En premier, Rachid Ramak, il fait partie de la FNOR certification où il est auditeur. Il est également référent technique d'un certain nombre de référentiels de l'agroalimentaire. Et Rachid a une longue expérience de l'audit, bien sûr certification, mais également de l'audit seconde partie qu'il a pratiqué pendant plusieurs années dans la grande distribution. Notre deuxième intervenante est Araceli Garcia. Araceli est responsable qualité d'une PMI de la région niçoise qui s'appelle IPRA et qui est fabricante d'arômes alimentaires. Et cette entreprise est certifiée 9001, mais elle est également certifiée depuis quelques années, 2017, ISO 22000 et FSS 22000, qui justement fait l'objet d'audits inopinés. Araceli est par ailleurs membre de la SQP PACA où elle collabore au club AIC. Le club AIC, c'est le club des audits internes croisés. Donc, au niveau du programme, Rachid, dans un premier temps, va nous définir ce qu'est l'audit inopiné et essayer de le contextualiser, c'est-à-dire déterminer dans quel domaine et pour quel besoin il est utilisé. Il nous dira ensuite comment, lui, en tant qu'auditeur, il met en œuvre cette pratique et comment et ce qu'il en attend en tant qu'auditeur de certification. Araceli, elle, va en contrepoint nous parler de son expérience d'auditer, comment elle a vécu l'audit inopiné et comment ça a été vécu dans son entreprise. Et Araceli nous fera part de son retour sur expérience. À la suite de leur présentation, nous aurons un échange débat sur la viabilité de l'audit inopiné. Cet échange va être alimenté par un sondage que nous allons vous demander de renseigner durant l'intervention de Rachid et d'Araceli. Dans ce sondage, vous allez pouvoir noter vos réflexions, vos réactions à ce que l'un et l'autre vous présentent. Vous allez trouver dans le chat du web, vous allez trouver le lien sur lequel je vous demande de cliquer pour ouvrir
le, la matrice du sondage que je vous demande de renseigner et vous avez tout le temps de leur intervention pour pouvoir le renseigner. Par contre, soyez sympa d'avoir fini au plus tard de renseigner le sondage à la fin de leurs interventions, de manière que nous puissions passer immédiatement à son dépouillement. Ben voilà pour la présentation qui a été un peu longue. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et je passe la parole à Rachid. Rachid, nous t'écoutons. Oui, merci Jean-Jacques. Je vais vous présenter un peu les modalités d'audit inopiné. En fait, je travaille précisément, comme le disait Jean-Jacques, dans le domaine, je suis plus précisément dans le domaine de l'agroalimentaire, de la certification de l'agroalimentaire, et je fais des audits essentiellement dans deux référentiels IFS et BRC, qui sont dans le domaine de la sécurité alimentaire. Essentiellement, la cible, c'est la grande distribution. Donc là, je présentais le groupe AFNOR. Donc, je suis salarié dans le groupe AFNOR, plus précisément AFNOR Certification. L'AFNOR, c'est quoi? C'est une association loi 1901 qui a une mission d'utilité publique. L'AFNOR, essentiellement, a presque 1200 collaborateurs répartis dans le monde. Donc, elle a des implantations. Donc, le siège est à Paris, à Saint-Denis, plus des implantations de par le monde et 14 délégations réparties en France. C'est une ancienne société, une association qui existe depuis bientôt 100 ans. D'ici 5 ans, elle sera les 100 ans de la société. Et l'organisation de la société est répartie en quatre sociétés, 4 pôles. Donc, la AFNOR normalisation, je pense que tout le monde connaît. Édition, donc c'est tout ce qui est édition qui peut être acheté dans différents métiers, parce que l'AFNOR a beaucoup de métiers. Vous verrez après, pas uniquement de l'agroalimentaire, ça peut être l'aéronautique, ça peut être le ferroviaire, ça peut être l'ISO 9001, les services, etc., les labels. AFNOR certification, donc les certifications de différentes sociétés. AFNOR compétences, donc pour les formations. Donc les formations, tout type de formation, que ce soit de l'ISO ou de l'agroalimentaire ou tout type de formation dans les différents métiers. Voilà, donc c'est un peu le credo de l'AFNOR concernant ces 4 métiers. Moi, j'avais un film, mais on a un timing assez serré, je ne pourrais pas vous le passer, désolé. Ça, c'est les implantations, comme je vous disais, 39 implantations dans le monde. On a des auditeurs et des formateurs essentiellement. Alors, comment est organisé l'AFNOR? On a essentiellement des auditeurs prestataires et on a quelques auditeurs salariés experts dont je fais partie dans différentes thématiques. Donc, je suis le référent en sécurité alimentaire pour l'AFNOR et plus précisément pour l'IFS. Voilà, donc une présentation assez rapide et c'est un peu les domaines d'intervention où intervient dans les différents métiers l'AFNOR. Voilà pour la présentation. Donc, concernant l'audit inopiné, c'est vrai que c'est quelque chose qui était dans ses balbutiements il y a pas mal d'années au niveau de l'agroalimentaire. Donc, il n'y avait pas d'obligation, ce n'était pas structuré. C'était là, historiquement, donc avant 2004. Pourquoi 2004? Là, je parle uniquement de la certification IFS, qui est une certification en sécurité alimentaire. Donc, je pense que vous avez d'autres métiers que l'agroalimentaire, mais l'esprit est quand même assez proche dans le cadre inopiné. Donc, auparavant, on faisait, avant la certification IFS, les distributeurs comme Carrefour, Leclerc, Intermarché, Casino, etc., excusez-moi, nous mandataient pour auditer, donc les audits de seconde partie, pour auditer leurs fournisseurs. Et donc, on auditait leurs fournisseurs de produits. Donc, tous ces audits-là étaient faits selon un mode annoncé et selon leur trame d'audit. Donc, chaque distributeur avait une trame d'audit basée sur leurs exigences spécifiques et on auditait selon un planning d'audit annoncé leurs fournisseurs. Après, à titre exceptionnel, sauf on avait un client qui s'appelait Lidl. Lidl, à l'époque, et c'est toujours le cas, lui réalisait déjà à l'époque tous ses audits en mode inopiné.
Donc Lidl, par exemple, on était missionné, donc ça c'est le schéma Lidl. Ils nous demandaient d'auditer en inopiné systématiquement le site. Donc on arrivait sur le site et on avait pour obligation dans la demi-heure de rentrer dans l'usine de production. Donc pour éviter, pour faire un constat en immédiat, un constat sur l'hygiène de la société, les pratiques, etc. Et on faisait aussi des photos des écarts qu'on joignait au rapport d'audit. Les autres distributeurs, essentiellement, c'était en mode annoncé, sauf certains distributeurs. Donc, quand il y avait des suspicions, ça m'est déjà arrivé. Donc, s'il y avait une suspicion de fraude ou s'il y avait des réclamations récurrentes importantes qui pouvaient avoir une atteinte sur la sécurité alimentaire, si c'était récurrent pour un fournisseur, ils décidaient de faire un audit inopiné. Et en général, j'étais accompagné par les chefs produits ou par le service qualité de la grande distribution. Donc, ça, c'était assez rare. Donc, c'était un audit par an par distributeur. À partir de 2004, arrive en France la certification IFS qui existait en Allemagne. En IFS, c'est arrivé en version 4. Donc, en fait, les Français, les Italiens, les Espagnols, la grande distribution de ces trois pays ont fait un accord avec la grande distribution allemande. Et il y avait un propriétaire de référentiel qui avait mis en place l'IFS Food. Et c'est arrivé en version 4. Et dans le comité technique était composé d'Allemands, était rejoint par les référents qualité de la grande distribution. Et l'objectif, ça a été de mettre la version 4, ça a été un peu l'élaboration, donc les exigences du GFSI, j'en parlerai après. Donc le GFSI, c'est un groupement mondial qui définit les lignes directrices des exigences en termes d'exigences spécifiques à auditer lors des audits fournisseurs. Donc après chaque propriétaire de référentiel reconnu GFSI, à lui de mettre en place, de se mettre en conformité aux exigences du GFSI pour définir le référentiel IFS. En plus de ces exigences IFSI, c'est ajouter les exigences des distributeurs. Donc, chaque distributeur, auparavant, comme je vous l'ai expliqué, avait une trame spécifique. Donc, ils ont fait des comités techniques et chacun a rajouté un peu ses exigences dans ce référentiel, en plus des exigences en termes de réglementaire, en termes de sécurité alimentaire, en termes de qualité produit. Donc, ce référentiel, ça rejoint un peu ces trois thématiques, donc qualité, légalité et sécurité produit. Donc, à partir de là, donc on est arrivé en version 4. Donc, ça, c'est le référentiel, toujours en mode annoncé. Donc, ça n'existait pas. Donc, le référentiel à l'époque en version 4 n'imposait pas de schéma soit facultatif, soit obligatoire d'audit annoncé. Alors, donc, après, donc, la grande distribution et le GFSI se sont aperçus qu'il y a eu un besoin d'audit inopiné parce que, je vous le dirai plus tard pourquoi, dans les slides suivants, pourquoi il y a eu ce besoin. Donc, c'est pour ça qu'en 2016, il y a un protocole d'audit inopiné qui a été annexé au référentiel food, donc qui était en version 6 à cette époque-là. Et en 2016, il n'y avait qu'une seule option, ce n'était pas une option obligatoire, donc les sites certifiés pouvaient, de manière facultative, être audités en mode inopiné ou annoncé. Donc ça, c'était de manière facultative, c'était le choix, un peu poussé par les distributeurs certaines fois, de choisir s'ils voulaient être audités en inopiné ou en annoncé. Donc la grosse nouveauté, donc on fait, moi je fais encore ponctuellement des audits inopinés jusqu'à aujourd'hui, de manière, c'est selon le choix de l'audité. À partir de cette année, alors ça c'est la grosse révolution, donc on voit que ça arrive crescendo, et je pense que ça va se pérenniser de plus en plus dans les années futures. À partir de cette année, le GFSI, donc je vous ai mis la définition du GFSI, donc c'est le Global Food Safety Initiative, donc c'est lui qui définit les lignes directrices, a imposé à tous les propriétaires de référentiel GFSI, donc ça peut être l'IFS, BRC, donc c'est un peu le top qualité en termes de sécurité alimentaire, que tous les sites certifiés soient audités une fois tous les 3 ans. Donc ça, c'est une obligation.
Donc, à partir du 1er janvier 2021, donc depuis cette année, donc tous les sites doivent être de manière obligatoire audités. Donc, ça, c'est la grosse révolution. Sachant que la majorité des sites certifiés n'étaient jusqu'à ce jour jamais audités en audit de certification en mode inopiné. Donc, ça, c'est la grosse nouveauté. Et les entreprises commencent à se poser beaucoup de questions et commencent à se préparer à revoir leur système qualité, leur organisation. Donc, ça a quand même boosté pas mal de choses et ça rentre dans le cadre de l'amélioration. Voilà, le pourquoi. Donc, les distributeurs se sont posé la question pourquoi imposer, mettre en place ces audits inopinés. C'est que, comme vous le savez, un audit, c'est un échantillonnage à un instant T et pendant une courte période de l'année. Donc, le site de production, enfin, moi je parle pour un domaine de l'agro, c'est tout type de production, tout type de produit. Un site de production fabrique toute l'année. Donc, toute l'année, fabrique des centaines et des milliers de lots, toute l'année, sur plusieurs lignes de fabrication, dans des sites plus ou moins grands. On peut auditer des petites PME comme des grosses sociétés. Mais lors d'un audit de certification, un audit peut durer en général, à quelques jours, de 2 à 5 jours en général. Et on fait des échantillonnages en termes de traçabilité, de visite et tout ça. Donc, ça nous donne vraiment une photographie via un échantillonnage. Donc, pour moi, et pour c'est mon sentiment aussi, et pour la grande distribution, ça ne représente pas la réalité de la production qui est réalisée, des conditions de production toute l'année parce que les entreprises se préparent, donc c'est le deuxième point, se préparent à cet audit de certification. Donc, comme je disais, quand vous recevez des invités, vous faites le ménage, vous nettoyez tout très bien, de telle sorte que l'hygiène soit irréprochable. Et aussi, ils se sont aperçus que, vous connaissez un peu les crises alimentaires, je ne vais pas revenir dessus. Donc, il n'y a pas eu, et c'est relayé par les médias, suffisamment par les médias. Donc, il y a eu, on a régulièrement des retraits-rappels au niveau des sites et des crises sanitaires. Donc, l'objectif aussi, c'est l'audit inopiné, c'est qu'à terme, c'est que les entreprises s'améliorent et que ce nombre de retraits-rappels et de crises sanitaires diminue fortement. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gradient, un curseur qui est relevé. Ils sont aperçus aussi que les Allemands, chez qui ce référentiel IFS existe depuis les années 2000, bien avant la France, l'Espagne, l'Italie, maintenant c'est mondialisé, existaient chez eux les audits inopinés et les résultats en termes de qualité, de sécurité, retrait, rappel, crise sanitaire, donc ils ont moins de problèmes en Allemagne qu'en France et dans les autres pays européens, voire étrangers. Donc c'est pour ça que GFSI s'est posé la question et a mis dans un premier temps les audits inopinés de manière facultative et maintenant de manière imposée. Et il y a beaucoup de distributeurs qui veulent aujourd'hui que leurs fournisseurs soient audités aussi de manière inopinée. Voilà les raisons pour lesquelles aujourd'hui on en arrive aux audits inopinés. Ça, c'est valable pour le domaine de l'agroalimentaire et je pense que ça va l'être dans le futur pour tout type de domaine. Donc, parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Je pense qu'un audit dans tout type de métier, c'est un échantillonnage à un instant T. Je vais vous expliquer un peu le protocole, qu'est-ce que c'est un peu l'IFS et un peu les différences entre un audit annoncé et non annoncé. Donc, un audit IFS Food annoncé en mode normal, c'est un référentiel qui est à peu près entre 250 et 300 exigences, donc qui est assez draconien en termes d'exigences. Et comme je vous dis, le fait d'avoir cette certification, c'est quand même beaucoup de travail pour y arriver. On doit chaque année, lors d'un audit en renouvellement, auditer toutes les exigences de référentiel. Ce n'est pas comme un ISO où on doit faire un audit, un suivi 1, un suivi 2. Donc là, on re-audite toutes les exigences. Donc, on repasse la même durée à peu près d'audit sur le terrain. Il y a différentes notations d'exigences. On peut avoir les notes A, donc c'est totalement respecté, B, grandement respecté, etc., A, B, C, D. On peut avoir une non-conformité majeure et KO qui a pour aboutissement une suspension du certificat. Et l'audit, le créneau d'audit aujourd'hui en audit annoncé par rapport à la date d'audit anniversaire initiale, par rapport à la date initiale de départ la première année, on peut organiser l'audit entre moins 8 et plus de 2 semaines par rapport à la date d'audit anniversaire. Donc ça, ce schéma-là, donc ça c'est pour l'audit annoncé. Pour l'audit non annoncé, là, on fait toujours un audit complet, c'est la même durée. On audite toutes les exigences,
il y a toujours un certifié à niveau, il y a 2 niveaux, niveau de base au niveau supérieur, donc selon le résultat obtenu. Les critères de notation sont exactement les mêmes, sauf à la différence, c'est que comme c'est un audit non annoncé, on a un créneau qui est beaucoup plus rallongé. Donc, au lieu que ce créneau soit de -8 à +2, on a rajouté 8 semaines supplémentaires. Donc, le créneau d'audit, donc sur l'année, on peut y aller sur une période à peu près de 4 mois et demi, environ 4 mois. Donc, 16 plus, il y a 18 semaines. Donc, on a un créneau de 18 semaines sur l'année. Donc, ce qui est différent, donc ça veut dire pendant ces 18 semaines, on peut aller à n'importe quel moment dans l'entreprise faire un audit inopiné. Après, il y a un autre référentiel GFSI qui s'appelle le BRC aussi, où ce créneau est beaucoup plus large, il est de 9 mois. Donc, vous voyez, c'est quand même, on peut arriver à l'entreprise à tout moment pendant une période en IFS qui est de 4 mois et demi jusqu'à 9 mois en BRC, qui est des référentiels. BRC, c'est l'équivalent de IFS, mais pour les anglo-saxons. Donc, ça, c'est la première différence. L'entreprise, par contre, on sait très bien qu'elle a des impondérables. Donc, il y a pendant des périodes de créneaux, selon les métiers, des fois, ils ont des périodes d'arrêt de maintenance ou des congés du personnel. Donc, ils ont des sortes, ce qu'on appelle des jours jokers. Donc, ils doivent justifier à l'OC, dire, voilà, l'OC, nous, pendant cette période, on ne sera pas disponible pour accueillir l'auditeur. Et ils doivent nous justifier, voilà, ils ont jusqu'à 10 jours, ils peuvent sélectionner jusqu'à 10 jours selon ces critères, et ça peut être uniquement en 3 périodes. L'objectif, ce n'est pas de bloquer 10 semaines d'audit. Donc, en 3 périodes, ils peuvent bloquer 10 jours et doivent justifier pourquoi ils sélectionnent ces 10 jours. Et l'auditeur, pendant l'audit, va vérifier la véracité de ces 10 jours qu'ils ont précisé à l'organisme certificateur. Donc, l'auditeur, avant d'aller sur le site, il sait la période d'audit et c'est les jours jokers durant lesquels il ne peut pas aller auditer. La différence par rapport à un audit annoncé, on peut s'organiser pendant l'audit, on peut arriver, faire une réunion d'ouverture, auditer le système documentaire, voir la direction, le système qualité, etc. Et après, on peut organiser les visites terrain quand on veut, mais on a un pourcentage sur le terrain qui doit être respecté aussi. Pour les audits non annoncés, c'est complètement différent. On doit arriver, c'est un peu comme Lidl était précurseur, on doit arriver que la réunion d'ouverture ne dure pas plus de 30 minutes, mais qu'au bout de 30 minutes, on doit être sur le terrain. Donc, dans les unités de fabrication, pour faire un constat sur un constat global en visite d'usine, voir un peu l'hygiène de l'entreprise, etc., s'il n'y a pas des dérives importantes de l'entreprise lors de cet audit. J'ai rajouté les 2 dernières lignes et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ces référentiels-là, en IFS comme en BRC, les propriétaires de référentiels ont une équipe d'auditeurs, c'est un peu les gendarmes de l'IFS ou du BRC. À tout moment, eux aussi, donc nous, l'organisme certificateur, une demi-heure avant, ils vont auditer les sites non certifiés en audit inopiné aussi. Et nous, l'organisme certificateur, une demi-heure avant leur accès au site, on reçoit un mail en nous disant, on vous informe qu'on est chez tel fournisseur et on va rentrer dans le site dans la demi-heure. Donc, les certifiés peuvent être audités par les organismes certificateurs pour leur certification de manière inopinée. Donc, ça va être le cas une fois tous les 3 ans à partir de cette année. Et aussi par l'intégrité programme qui peut arriver à tout moment, vérifier que tout se passe bien. Donc, ça existe aussi. Donc, vous voyez, donc la chape de plomb, elle commence à augmenter crescendo aussi. La pratique d'audit de l'auditeur, donc il y a différentes pratiques d'audit. Pour ce qui me concerne, donc j'arrive, je fais ma réunion d'ouverture, je fais un point sur les produits, les problématiques rencontrées, les réclamations avant de rentrer sur le terrain. Et dans la demi-heure, je rentre sur le terrain et je commence mon audit par le terrain. Il y a d'autres auditeurs, ils arrivent sur le terrain, ils font un tour complet d'usine. Donc, c'est juste une visite sans auditer, sans poser de questions, pour faire une vérification de l'hygiène de l'entreprise très rapidement. Voilà, il y a un peu de type d'auditeurs, mais globalement, c'est rentrer sur le terrain dans la demi-heure. Moi, juste quelques notions, j'ai vu des améliorations. Dans les entreprises, que ce soit agroalimentaire ou pas, il y a des matrices de compétences. Aujourd'hui, dans les matrices de compétences, on a un titulaire et un suppléant. Donc, il faut que, même si le titulaire n'est pas là, le responsable qualité
ou le responsable maintenance ou un opérateur qui est formé dans les étapes critiques du produit, du process, il y a toujours une personne suppléante qui est formée et qui est à même de répondre. Donc ça, aujourd'hui, en mode annoncé, on me montrait des matrices de suppléance. Quand je faisais les audits, c'est vrai que le suppléant, il n'est pas à même de répondre à toutes mes questions. Aujourd'hui, ce que je remarque, que les sites qui ont opté pour de manière facultative un audit inopiné, ça s'est renforcé. On a toujours une personne qui peut répondre, nous apporter les réponses durant l'audit. Donc, en fait, en audit de certification, on accepte uniquement les réponses et les éléments qui nous sont montrés durant l'audit. Tout élément qui nous sont apportés après l'audit ne sont pas recevables. Donc, s'il y a un écart en lien avec cet élément, l'écart il sera maintenu. Après, par rapport à un audit non annoncé, les modalités de notation sont similaires, donc il n'y a pas de changement. Concernant l'AFNOR, nous, on a opté. Alors, la problématique, un auditeur en IFS peut auditer le même site que pendant 3 ans consécutifs. Ça, c'est la règle de l'IFS. AFNOR Certification, elle a privilégié d'imposer au site certifié en nous disant, pour éviter que vous ayez un nouvel auditeur qui vienne sur le site et en plus qui fait un audit non annoncé, qui ne connaît pas du tout le site, on a privilégié le fait que ce soit un auditeur qui a déjà audité le site qui va venir faire l'audit non annoncé. Voilà. Donc, le fait d'avoir dans la connaissance du site, c'est beaucoup plus pratique pour l'auditeur. Il connaît le site, il sait où aller dans l'entreprise. Donc, ça, c'est mon point de vue avantage et inconvénient. Donc, c'est mon point de vue à moi spécifique. Alors, pour moi, en ce qui me concerne, c'est vrai qu'en auditeur IFS, on est très peu en France d'auditeurs certifiés IFS. On a à peu près 140, ce qui est très peu. On a des agendas souvent chargés. Et le fait d'avoir des créneaux de 4 mois et demi, ça nous laisse plus de latitude pour nous organiser, nous, dans le cadre de l'organisation et de la réalisation de ces audits. Ça, c'était un avantage pour moi. Un inconvénient, le problème, c'est que quand vous faites un audit annoncé, les audités sont informés. Pour valider la totalité du périmètre de certification, le site doit mettre en activité toutes ses lignes de production. Donc, en fait, on doit vérifier que les lignes de production, que les process en place ne remettent pas en cause la sécurité, la qualité, la légalité des produits. Donc, pour valider le périmètre de certification et pour établir le certificat dans sa globalité, toutes les lignes doivent être en activité. Là, des fois, ça pose problème en mode non annoncé, c'est que des fois, il y a des impondérables et on arrive, il y a certaines lignes qui ne sont pas en activité. Donc, le propriétaire du référentiel a prévu une alternative. Donc, toutes les lignes qui ne sont pas en activité, soit en réunion d'ouverture dès le premier jour d'audit, si l'audit dure plusieurs jours, à ce moment-là, on voit avec l'entreprise qui s'organise pour mettre en route toutes les lignes. Si ce n'est pas le cas, on est obligé de revenir ultérieurement voir ces lignes en activité, mais cette fois-ci, ce sera un audit annoncé. Voilà. Aussi, on a une confiance accrue, dans les résultats de l'audit, parce que ce ne sera pas une photographie à un instant T sur un audit qui est préparé, parce que c'est un audit qui est préparé, comme je vous le disais. Là, ce sera un constat en mode non annoncé qui, pour ma part, sont représentatifs. Et ce que je verrai durant la visite du site sera représentatif de ce qui est réalisé durant toute l'année. Donc, c'est aussi un effet de surprise, mais vous allez me dire, c'est quand même 4 mois et demi. Ce n'est pas une période qui est très, très courte non plus. Donc, ça veut dire que ça oblige l'entreprise à travailler de manière optimum, à avoir un système qualité optimisé et des organisations optimisées toute l'année, et ce qui limite le risque pour les produits. Donc, avantage et inconvénient pour l'entreprise, de mon point de vue aussi. Donc, ça améliore, il est de fait obligé d'améliorer son organisation, comme je vous l'expliquais, et il ne préparera pas son audit à l'avance. Donc, voilà. Donc, il ne va pas faire le tour de tous les services pour voir si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de souci. Amélioration du personnel, meilleure maîtrise du process. Donc, tout ça, l'hygiène aussi. Donc, des fois, un audit inopiné, par le passé, je me suis aperçu, la majorité des écarts que je mettais, c'est des écarts concernant l'hygiène. Et là, les gens, donc, ils sont obligés de s'améliorer. Les sociétés sont obligées de s'améliorer en termes d'hygiène, qui est quand même un élément important en sécurité alimentaire, notamment pour des produits frais.
en termes bactériologiques. Voilà. Voilà pour ce qui me concerne. Je pense avoir fait le tour, respecter le timing, Jean-Jacques. Je vais passer la main à Araceli. Donc, voilà, je vais arrêter et je te passe la main. Voilà. Merci beaucoup. Alors, voilà, bonjour à tous. Je suis Araceli Garcia. Je suis la responsable qualité de l'entreprise IPRA France. IPRA France, c'est une société familiale créée par M. Thierry de Regnancourt. Elle a été fondée en 1994 et depuis, IPRA France a toujours été en évolution. Il y a eu la création de la filiale en Pologne qui s'occupe de la distribution de nos produits dans les pays de l'Est. Il y a eu la création du pôle parfumerie avec la société IPRA Fragrance et il y a eu aussi l'achat des locaux plus spacieux. Alors, la fabrication d'arômes alimentaires, c'est de l'industrie chimique. Excuse-moi, tu peux passer en mode présentation peut-être? On est en mode édition. Ah, pardon. Non, prie. Voilà, c'est bon comme ça? Parfait, merci. Voilà. Donc, les arômes alimentaires, ce sont des produits qui sont encadrés par le règlement 1334 de 2018. Sa formulation, sa fabrication et son application sont bien réglementées. Les arômes, ce sont des produits concentrés qui ne sont pas consommables dans l'état. Et l'objectif d'un arôme alimentaire, c'est de donner ou de modifier l'odeur et la saveur d'une denrée alimentaire. L'application des arômes, c'est vraiment très vaste. Je vous ai mis certaines ici. Vous verrez comme les boissons, la viennoiserie, les produits salés, produits laitiers, tabac, actuellement dans les cigarettes électroniques, etc. Presque dans tous les produits que vous allez acheter dans un supermarché, vous allez trouver des arômes alimentaires. C'est comme ça. Et alors, les clients, ce sont des industriels de l'agroalimentaire qui ont des exigences réglementaires et aussi des labels à respecter. Et ces exigences sont de plus en plus élevées, comme montrait Rachid, et ils s'invitent ou ils demandent plutôt à ces fournisseurs d'adhérer à ce type d'exigences. Et c'est pour ça que IPRA France s'est mis dans le processus de certification. Pour cela, en 2008, on a commencé la mise en place de notre système qualité. En 2012, Bureau Veritas a certifié notre système qualité et on a rentré dans cette dynamique. En 2015, il y a eu la recertification avec la nouvelle version de la norme et à cette époque-là, on avait déjà commencé à travailler sur une nouvelle exigence que nos clients avaient, que c'était la mise en place du système HACCP. Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est une analyse de risques sur les dangers physiques, chimiques ou microbiologiques qui peuvent être présents dans les différentes étapes des process de la réception ou de l'achat d'une matière première jusqu'à l'expédition et livraison de nos produits chez nos clients. Donc, lors de l'audit de suivi 1 de notre système qualité, on a demandé aussi à Bureau Veritas de faire une évaluation de la maturité de notre système HACCP. Et on a eu une attestation de conformité de notre système, chose qui nous a amené à aller vers la certification FEDUCCC 22000. Comme Rachid avait expliqué, c'est un protocole spécifique pour les industries de l'agroalimentaire, soit IFS, VRC ou la FEDUCCC 22000. IFS et VRC sont vraiment dirigés vers les entreprises qui travaillent avec des marques de la grande distribution.
Ce n'est pas le cas d'IPA France. C'est pour ça que nous nous sommes dirigés vers la certification F12CCC 22000. Et on a eu la certification en 2017. En 2018, on a eu notre premier audit de suivi. Et c'est là que Bureau Veritas nous a informé que la mise en place d'un audit inopiné venait d'être formalisée pour ce protocole-là. Donc, l'audit de suivi 2 allait être un audit inopiné. Franchement, nous avons été très, très surpris de cette nouvelle. La direction, il était, on peut dire, presque pas d'accord. Il sentait que c'était très intrusive, cette pratique. Mais c'était une obligation du protocole. Et si on voulait conserver notre certification, il fallait s'adapter. Donc, on a suivi les règles. Donc, comme Rachid a expliqué, il y a certaines règles qui sont un petit peu différentes dans les protocoles F12CCC 22000. Là, ça a été établi à partir de 2019 que l'audit inopiné serait la première audit de suivi. On avait aussi droit à marquer les jours où l'entreprise n'était pas en condition de recevoir un audit inopiné. Il n'y avait pas un nombre compté ou limité des jours, mais c'était bien clair que c'était des périodes comme l'inventaire ou bien vraiment s'il y avait fermeture, par exemple, des fins d'année, et que des périodes comme les périodes de vacances de la responsable qualité, ce n'était pas une période justifiable. Parce que, comme dit Rachid, l'entreprise doit fonctionner ou fonctionne même si je suis en vacances. Alors, s'il y avait des cas de force majeure, comme ça pouvait être l'audit d'un grand client pour nous, ou l'audit des fraudes, mais on pouvait demander à Bureau Veritas de décaler son audit parce qu'on ne serait pas disponible ou pas tout le personnel pouvait être sur 2 audits en même temps. Ou s'il y avait un incident, je ne sais pas, un accident dans l'entreprise, ce n'était pas possible de réaliser un audit. Mais tout ça, l'auditeur ferait la justification et il validerait cet état d'urgence. Et l'objectif de l'audit inopiné, c'était vérifier à un moment T la vie de tous les jours, le travail, surtout de la partie réception des matières premières, production, expédition, contrôle qualité de nos produits. Et d'autres services comme la direction, ressources humaines ou d'autres services de support seraient évalués lors d'une audit planifiée. Donc, c'était vraiment très ciblé, cet audit inopiné. Et on avait l'obligation de créer, de formaliser une procédure d'organisation en interne pour cet audit inopiné. Donc, on s'est lié à ces règles. On a créé une procédure où on décrivait quels étaient les services, les différents postes à être informés un petit peu dans l'ordre d'importance, et que l'auditeur arrivait, que tout le monde soit dans la salle de réunion, qu'il se mette disponible pour cet audit et tout de suite pouvoir amener l'auditeur en zone de production. Alors, dans cette première audit inopiné qu'on a eu en 2019, on a eu certains ressentis que j'ai essayé de résumer sur cette diapo. C'est moi qui ai reçu l'appel de l'auditeur en me disant qu'il était au portail pour réaliser cet audit inopiné. Donc, c'est vrai que c'était un moment de grand stress pour moi, même si je savais qu'un jour ou l'autre, l'audit allait arriver. Et c'est vrai que j'étais soulagée tout de suite à ce moment-là de faire le tour, savoir que les directeurs, les responsables de production, la responsable contrôle qualité étaient dans les sites, donc disponibles pour me soutenir dans cet audit. Et une fois qu'on était en salle de réunion, que l'auditeur a présenté son
son planning d'audit et les différents responsables se sont organisés pour être disponibles dans la journée et aussi d'organiser leurs équipes. Et quand on est passé en zone de production, que l'audit a commencé, l'auditeur il a commencé à interviewer des préparateurs, etc. Et ben, je me suis rendu compte qu'en fait, les préparateurs, ils étaient tranquilles, vraiment. Ils répondaient ce qu'ils faisaient, ils s'expliquaient. Et c'était plutôt nous, les encadrans, qui étions plus stressés que... Alors peut-être c'est parce que bon, ça faisait une petite dizaine d'années qu'on avait commencé notre système de qualité, et donc on commençait à être accoutumés aux audits, mais bon, puis c'était bien. C'est vrai que quand il y avait, ou quand il y a l'identification des problèmes qui sont plus ou moins forts, tout le monde est surpris parce que ce sont des problèmes que personne n'a vus. Donc, à ce moment-là, on se regarde et bon, on attend l'incident. Et dans notre cas, bon, heureusement, on a eu de nos conformités mineures, donc on se sent soulagé, on sent que notre système de qualité fonctionne finalement, qu'il est assez mature. Qualité et de sécurité alimentaire, hein. C'est un système qui va ensemble. Et s'il y a des non-conformités majeures, on a des deadlines pour répondre à ce type de non-conformités. Donc, on attend aussi les soutiens de la direction pour répondre rapidement à ces non-conformités. De mon point de vue, les inconvénients de l'audit inopiné sont que certaines personnes sont tellement stressées qu'elles ne répondent pas correctement à l'auditeur, même s'ils savent bien quoi répondre. Donc, c'est vraiment un niveau de stress qu'elles ne peuvent pas gérer. Et s'il y avait des dossiers en attente qu'on savait qu'on devait corriger, on n'a pas le temps, voilà, c'est comme ça. Et au début, on a eu ces sentiments, un peu de suspicion de pourquoi un audit inopiné si on est déjà certifié, on a fait un travail nécessaire pour avoir cette certification. Donc, bon, ça, c'est les inconvénients. Les avantages que j'ai trouvés, c'était, comme disait Rachid, maintenant, ça nous pousse à maintenir le niveau de notre système, même si ce n'est pas dans l'excellence, on est vraiment mené à avoir un système de qualité à jour. Et l'autre avantage que je trouve, c'est que quand on est dans le terrain et qu'il y a des identifications des écarts, la plupart du temps, c'est vraiment des écarts qu'on n'avait pas vus. Vraiment que c'était des problèmes sur lesquels peut-être on n'a pas creusé jusqu'au fond pour aller à l'origine du problème et que paf, c'est comme un champignon qui sort ailleurs. Et donc, ça nous aide à faire de l'amélioration continue. Et finalement, l'audit inopiné, pour moi, ça a été une redynamisation de l'audit. C'est-à-dire, on était déjà bien enroulé à se préparer pour les audits, tout le monde prévenu, tout le monde savait quoi présenter à l'auditeur, etc. Et ça met un petit peu de piment dans la soupe. Donc, c'est mon point de vue. Voilà, je passe la parole à Jean-Jacques. Mais en fait, je vais la reprendre. Merci, Araceli, pour ces éléments. Alors, petit rappel, vous avez tous dans le chat donc un lien vers un sondage. Donc, je vous invite tous ceux qui n'ont pas encore fait, à cliquer sur ce lien donc dans le chat. Je vais peut-être vous le remettre pour vous faciliter la chose. Le voilà. Donc, je vous laisse cliquer là-dessus et compléter vos réponses. Je vois que pour l'instant, on en a 8, donc on devrait encore en attendre 4 de plus.
En attendant, Rachid et Raceli, il y a une question qui a été posée, je me permets de vous soumettre, qui permettra déjà à chacun de prendre le temps de répondre au sondage et à vous de réagir déjà à celle-là. Si l'audit inopiné devient une obligation dans l'agroalimentaire, on peut comprendre que le niveau qualité-sécurité actuel est insuffisant et qu'il y a des fraudes. Cela ne met-il pas en cause l'efficacité des certifications? Ne serait-il pas préférable d'améliorer le processus et les méthodes de certification ainsi que le process, méthode d'audit de suivi? Voilà une question que je trouve Oui. Je pense que c'est très une question intéressante. qui est orientée aux certificateurs, si vous permettez de y répondre. Je vous en prie. En fait, l'audit inopiné n'a pas pour objectif de détecter les fraudes. C'est pas même la certification, parce qu'auparavant, il n'y avait pas de certification, il y avait énormément de fraudes. Et des fraudes, auparavant, n'étaient pas détectées, voire détectables, parce qu'il n'y avait pas d'audit de certification. C'était des audits de distributeurs, avec chacun, comme je le disais, qui avait son référentiel. L'audit durait une journée et on survolait énormément. Maintenant, les audits durent beaucoup plus longtemps, il y a beaucoup plus d'exigences. Et maintenant, dans les certifications, il y a quelques années, est arrivé, c'est le GFSI aussi qui a imposé dans ses lignes directrices, il y a tout un chapitre concernant la fraude. Donc, les entreprises ont obligation de mener une étude food fraude. Donc, une étude food fraude concernant leurs produits, leurs matières premières. Et il y a même un site, il y a un référent qui s'appelle le RASF. Je pense qu'Aracheli connaît, qui est le Rapid Alert System Food Fraud, RASF. C'est une base de données où on sait par exemple le top 3 ou le top 10 des produits les plus fraudés. Et nous, c'est un peu une base de données qui nous permet, en fonction du secteur produit qu'on audite, ben si c'est l'huile d'olive, on sait exactement quelles sont les fraudes qui sont rencontrées dans l'huile d'olive. Et si on fait un audit dans l'huile d'olive, on va creuser sur ces potentielles fraudes. Donc ça, je veux dire, l'audit inopiné, c'est pour voir un peu le site à l'instant T, c'est surtout l'hygiène. Une fraude, si vraiment elle est détectable, c'est via l'étude food fraude ou via les bulletins d'analyse, puisqu'on vérifie toute la partie analytique. Il y a pas mal de données d'entrée qui nous permettent à un moment donné de détecter certaines fraudes. Je ne dis pas qu'on détecte toutes les fraudes, ça je mentirais, mais on peut en détecter certaines ou croiser des informations. Voilà, et voilà, je pense que c'est surtout pour. Donc, ça, c'est audité de manière dans tous les audits de renouvellement, en systématique, dans les audits annoncés et non annoncés. C'est exactement les mêmes chapitres. Alors, la seule différence en audit non annoncé, je pense, c'est plutôt l'objectif, c'est d'améliorer, d'optimiser, d'améliorer encore tout ce qui est en place. C'est que les gens soient prêts et qu'ils fassent correctement les choses toute l'année, tout au long de l'année, sur toutes les productions. Et pas uniquement le jour où on fait l'audit. Et aussi, surtout, ce qu'on peut visualiser mieux, c'est en termes d'hygiène. Comme je vous disais, dans le secteur des produits frais, pas trop l'épicerie, l'hygiène, c'est hyper important. On peut se retrouver avec des contaminations bactériologiques. Ben, vous avez vu, par exemple, Lactalis, des crises sanitaires qu'il y a eu. Là, on arrive, on fait un constat visuel direct en inopiné. Est-ce que l'usine est propre et pas propre? Après le documentaire, l'étude food fraud, ça ne changera rien du tout l'inopiné. Sauf si on a le bonheur ou la malchance de tomber sur une recette qu'on voit durant l'audit et que l'opérateur il n'a pas utilisé il va utiliser une matière première qui est attendue pour gagner en termes de prix produit. Donc ça arrive aussi. Et des fois, en termes de traçabilité, quand on fait des tests de traçabilité, on peut détecter des fraudes, c'est-à-dire on remplace une matière première noble par une matière première moins noble. Ça arrive aussi. Donc ça ne remet pas en cause la certification. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Je vous explique pourquoi. Voilà. Merci. Racheli, peut-être, oui. Voilà. Et dans le cas du protocole F12CCC, il y a l'audit de certification qui balaye tous les points, toutes les exigences. Et l'audit inopiné, c'est un échantillonnage. Donc, ça, c'est une différence pour le protocole F12CCC. Et dans ce protocole, il y a l'exigence d'avoir un plan de prévention contre la fraude alimentaire. Donc, c'est à nous d'établir quels sont les contrôles que nous faisons
pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude, soit au niveau matière première, soit au niveau emballage aussi, aux documents. De l'autre côté, je pense que c'est complémentaire. L'audit inopiné, de mon point de vue, aide aussi au valide l'idée que notre système qualité doit vraiment représenter ce qu'on fait tous les jours. Dans les passés, quand certaines entreprises commençaient à mettre en place un système qualité, il y avait les documents pour les systèmes qualité et la façon comment on travaillait. Petit à petit, on essaye toujours que ces deux choses soient les mêmes schémas. Donc, dans une audit inopiné, on va dire, on est obligé à faire et à montrer ce qu'on fait dans les mêmes systèmes. Donc, pour moi, ça renforce, ça donne une certaine force à notre système qualité. Voilà. Ok, merci pour vos réponses. Alors, on n'a toujours pas l'intégralité des réponses attendues, on en a que 9, mais je propose de partager déjà les réponses à la première question. Donc, rappelons que la première question était quels inconvénients voyez-vous à la pratique de l'audit inopiné? Et donc, je mets dans le chat les différentes réponses qui ont pu être produites. Je vous laisse en prendre connaissance. Donc, perturbation du planning, personne essentielle absente, audité qui n'a pas le temps, disponibilité du personnel. Voilà, si vous avez des réactions déjà assez liées, Rachid, assez inconvénients. Ben, en fait, on l'a expliqué aussi dans la présentation. Donc, disponibilité de l'entreprise, donc c'est prévu dans le protocole. Donc, il y a ces fameux jours joker. Donc, il est prévu selon l'indisponibilité. Donc, l'entreprise nous avertit, nous dit exactement quel jour ils ont des visites, ou la responsabilité est absente, ou il y a une action de maintenance. Donc, l'objectif, c'est de ne pas perturber ces périodes-là. Donc, ça, c'est indisponibilité des personnes, comme je vous avais dit, dans une entreprise. À un moment donné, il y a des personnes qui sont absentes. Elles peuvent être malades, en accident, en congé ou quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait un relais. Donc, en fait, le produit, tous les lots qui sont fabriqués toute l'année, le produit, quand il va être produit, il ne va pas se poser la question si le titulaire est présent ou absent. Il doit être fabriqué dans les mêmes conditions toute l'année et dans les mêmes règles de sécurité ou de qualité. Donc, il y a cette fameuse matrice de compétences. Donc, voilà. Donc, c'est pas en termes de personnes qu'on va cibler ça. C'est en termes, on doit être organisé de telle sorte que le produit va être fabriqué dans les mêmes conditions et avec des mêmes décisions toute l'année, et pas uniquement durant la présence du titulaire. Voilà, en fait, l'objectif, c'est d'améliorer, de remettre en question l'organisation de telle sorte que l'entreprise soit plus armée quand il y a des problèmes. Ben, si le titulaire n'est pas là, le suppléant est formé pour prendre des décisions. Voilà, mais donc que de l'absence de l'un ne soit pas une excuse, entre guillemets. Exactement. Okay. Le protocole et voilà. Donc l'objectif, c'est pas de perturber. L'objectif, c'est de se dire, on est serein, on travaille de manière optimisée toute l'année et on est sûr de fabriquer des produits. Et le domaine de la sécurité alimentaire, c'est très délicat aussi. Et on ne porte pas préjudice à un moment donné de l'année à la sécurité des produits. À la continuité dans cette sécurité. D'accord. Ah, Célie avait quelque chose à rajouter peut-être. Oui, voilà, dans notre organisation, depuis qu'on a mis en place notre système HACCP, on a commencé à travailler par binôme. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas un binôme à 100%, par exemple, de mon poste, mais il y a une ou deux personnes qui peuvent me relayer sur certains domaines. Et, par exemple, on a eu le cas de responsable de production, il a été Covid, donc ce n'est pas pour cela que la production s'est arrêtée. Donc, on doit être capable de continuer à travailler, de travailler d'une façon correcte, efficace, même si la personne responsable du poste n'est pas présente. Donc, l'auditeur, bon, dans notre cas, l'auditeur, ce n'est pas quelqu'un qui arrive pour chercher vraiment à nuire l'entreprise. Il pose des questions la plupart du temps que presque n'importe quelle personne de la production pouvait répondre. Donc,
on a eu cette peur-là, nous aussi. On a dit, mais si on n'est pas là, si on a des rendez-vous, comment est-ce qu'on va faire, etc. Et c'est pour ça que la première fois que c'est arrivé, j'étais soulagée de savoir que tout le monde était présent. Mais, par exemple, pour cette deuxième audit, la responsable contrôle qualité était à Paris. Donc, technicien contrôle qualité qui a été interviewé. Voilà, on a un système, un ERP où on enregistre toutes nos données et qu'on peut consulter. Et voilà, c'est nos enregistrements. Si je résume bien vos réponses pour passer aux questions. Oui. En fait, il nous arrive, les auditeurs, que certaines fois, la personne qu'on a en face n'a pas la réponse immédiatement. Donc, l'audit durant plusieurs jours, on note la question et on dit à l'entreprise, OK, j'ai noté le point, voilà, ramenez-moi au plus tôt les informations. On laisse à l'entreprise, à la personne temps de réagir, à faire la recherche dans l'entreprise, nous apporter une réponse ultérieurement. Et ça arrive régulièrement. Donc, le responsable qui est en face, elle n'a pas nécessairement toutes les réponses à toutes nos questions en immédiat. Donc, c'est pas attendu dans ce type d'audit. Non, ce n'est pas attendu. Donc, on va lui dire, l'audit dure 2, 3, 4, 5 jours. La personne, durant toute la durée d'audit, a le temps de nous apporter les éléments de réponse. D'accord. Alors, je pense qu'on a fait le tour de cette question. Je vous propose, pour question de timing aussi, de passer à la question suivante, mais qui, quelque part, ne fait, je crois, que corroborer ce que vous avez déjà indiqué. Donc, la question était: quels avantages voyez-vous à la pratique de l'audit inopiné? Voilà donc les réponses qui ont pu être collectées auprès de ceux qui ont pu répondre. Donc, je pense que voilà, ça ne va que dans le sens de ce que vous disiez. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit ajouté, mais sauf si Rachid ou Araceli, vous y voyez quelque chose à rajouter. Alors, sinon, je vais, pardon, partager ceci. Et donc, là, vous avez le camembert résultant des choix. Donc, a priori, j'ai envie de dire, comme on dit à la télé, vous avez convaincu l'auditoire. On a à peu près, on a donc 2/3 de convaincus pour une extension à d'autres systèmes ou d'autres contextes. Ça, c'était donc pour cette question-là. Et puis, je vais revenir donc aux questions qui restaient derrière. C'était ceux qui sont pour. Pourquoi sont-ils pour? Voilà les réponses qui sont là. Est-ce que Rachid et Araceli, vous y trouvez un commentaire à ajouter? Alors, où ça? Dans le chat. Tous les acteurs, c'est ça? Pourquoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, tous les acteurs le savent, ils font en sorte que leur système reste sous contrôle en permanence. Amélioration à tous les niveaux, comme dit, meilleure vision de la réalité de l'organisation, renforcer la qualité des produits. Ouais. Donc, comme on dit, rien à ajouter, votre honneur? Non, ça rejoint ce qu'on a dit durant nos 2 présentations. Donc, me semble-t-il. Et en plus, ce que je peux rajouter, ça apporte Alors, ce qui est important, c'est quand même les clients de l'entreprise qui vont vivre. Les entreprises, c'est les clients qui achètent les produits. Donc, pour l'IFS, par exemple, c'est essentiellement les distributeurs, ça peut être les grossistes, les épiceries fines, des choses comme ça. Et ça renforce la confiance au résultat de l'audit. Il y a une confiance qui est nettement améliorée. Donc, le client, quand il sait que son fournisseur va être audité de manière inopinée, il a plus confiance au résultat de l'audit que de manière annoncée. Il se dit oui, mais l'audité a préparé son audit, il a fait le tour de tous les services, faire le ménage, vérifier, faire des audits internes rapidement et vérifier que tout se passe bien. Là, il n'a pas le temps de faire le ménage. Il a plus confiance au résultat du certificat et au niveau de certification. Mais je pense que vous avez sans doute plus de commentaires à faire sur la dernière partie. C'est encore sur le contre-pourquoi. Il faut prévenir pour un audit fournisseur, cela me paraît plus correct. Je pense qu'il faut faire un mix entre les audits planifiés afin que l'ensemble du personnel dont on a besoin soit disponible. Mais c'est toujours pareil. L'ensemble du personnel, en fait, ce n'est pas l'ensemble du personnel qui doit être disponible, c'est que les ressources
nécessaires à la fabrication du produit, qu'il y ait toujours des ressources nécessaires et formées tout au long de l'année, parce que la production s'effectue tout au long de l'année, sauf pour les produits saisonniers. Donc, ça veut dire qu'on laisse le temps aux entreprises d'avoir les personnes les mieux formées. Ça sous-entend qu'on pourrait avoir des personnes moins bien formées en dehors de l'audit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on doit avoir des personnes formées de manière optimum tout au long de l'année pour produire des produits de très bonne qualité, attendus et contractualisés avec les clients et sécures aussi. Donc, et on doit pouvoir choisir cela. Oui, ça apparaît aussi sur le certificat. Alors, quand le site a été audité de manière inopinée, cette mention apparaît sur le certificat. En BRC, il y a quelque chose de plus. À côté de la note, vous rajoutez le signe plus. Donc, si le site a eu une note A, s'il a été audité en note inopinée, donc il aura la note A+. Ce qui veut dire qu'il a été audité Voilà, ça apparaît clairement. Donc, les clients verront clairement sur le certificat. Et en plus, les clients peuvent accéder au portail du certifié. Donc, le certifié peut donner accès au portail. Donc, les clients peuvent voir le résultat de l'audit, peuvent voir le plan d'action, peuvent voir le rapport d'audit. Ils ont accès de manière transparente à tous ces résultats et toutes ces informations. Une différence intéressante avec les audits dans d'autres systèmes, en effet. Voilà, entre deux fournisseurs potentiels, je pense, moi, en étant acheteur, pour des résultats similaires, j'irais plutôt acheter chez un site qui a été audité de manière inopinée parce que j'aurais plus confiance à un résultat équivalent. D'accord. Et aussi, dans mon cas, à partir qu'on a eu la première audit inopinée, j'ai planifié l'audit interne pour la normalisation. Et quand j'ai demandé au responsable de production quand est-ce qu'on planifie, il me dit quand tu veux, comme l'autre fois, tu arrives et voilà, on l'a fait. Donc, il y a une dédramatisation de la chose qui s'installe. Voilà, tout à fait. Il y a aussi le fait de parfois dire il y aura un audit planifié, voilà. Certaines personnes peuvent aussi se stresser. Ah, c'est les jours de l'audit. Tandis que c'est les jours où tu travailles, on explique ce qu'on fait et ça passe plus naturellement. Et ils ne sentent pas comme si c'est un jour d'examen. Oui, c'est un peu moins formel, un peu moins contraint. Et à partir de là, c'est pour les audits internes qu'on réalise, on les fait comme ça. Parce que je préviens les responsables des services, question qu'ils sachent que je vais me balader un peu avec l'auditeur dans la... Mais sinon, c'est vraiment presque de l'inopiné. Même dans la partie ISO 9001 qu'on fait. Simplement, d'accord. Un externe, Bureau Veritas, n'applique pas ça que pour les référentiels F12CC 22000. Alors, je voudrais faire le tour des questions qui restent. Rachid, est-ce que c'est possible plutôt? Voilà. Parce que bon, on est près des fêtes, on va se faire un petit cadeau, on va prolonger un peu les choses. Il y a une question, mais je ne sais pas si c'est un domaine où c'est applicable. Comment faites-vous pour les sites sensibles et dangereux où il est impossible, illégal d'entrer sans avoir planifié l'avenue, site nucléaire, site de recherche, classe et défense, ainsi de suite? Est-ce que Rachid, c'est un cas de figure que vous pratiquez, oui, que vous connaissez? Oui, parce qu'on a des sites classés Céveso, des choses comme ça. On a des raffineries aussi, des raffineries dans l'huile, par exemple, ou des sites classés Céveso dans le domaine du sucre, parce qu'ils font par exemple du bioéthanol, des choses comme ça, de l'alcool de betterave, des choses comme ça. Donc, et là, par contre, en général, ces sites-là, ils ont des postes de gardiennage à l'entrée. Alors, qu'est-ce que fait l'auditeur? L'entreprise, déjà au poste de gardiennage, il prévient le poste de gardiennage que pendant cette période-là, ils peuvent avoir une visite de l'auditeur et mettre le nom de l'auditeur. D'accord. Voilà, donc moi j'arrive avec ma carte de visite, etc. Voilà, je viens dans le cadre de l'audit innové, donc le poste de gardiennage est informé. Et après, bon, s'il passe une demi-heure à vérifier, je veux dire, mes pièces d'identité, etc., ben, dès que j'arrive, je rentre dans le site de production parce que la demi-heure est passée. Ça m'est déjà arrivé. D'accord, donc il n'y a pas plus de difficultés que ça dans ce genre de contexte. Il y a une autre question, mais je crois qu'Araceli avait a priori entamé une réponse. Peut-on imaginer un jour des audits inopinés en système de management de qualité type ISO 9001? Donc là, si je vous comprends bien, vous le pratiquez en interne chez vous, donc la réponse est déjà oui. Oui, pas pour tous les services quand même. Je ne peux pas auditer la direction comme ça les jours que
que j'ai envie. Mais pour les autres, normal. Pour ce qui concerne la production, oui, c'est presque une opinion. Eh bien, merci. On a réussi à faire le tour des réponses du sondage. C'est un petit record. Merci à tous ceux qui ont pu réussir à répondre à ce sondage. C'était une première pour nous. On a réussi à faire le tour de toutes les questions. C'est bientôt Noël, c'était la moindre des choses. On va pas laisser passer les questions. Donc, Jean-Jacques, Araceli, Rachid, je vous rends la parole. Ok, eh ben merci et bravo pour le timing. On a un petit peu dépassé, mais c'est la dérive des fêtes, la dérive de Noël. Merci aux intervenants, c'était très intéressant. J'ai trouvé très intéressant également notre sondage qui donnait 2 tiers pour et 1 tiers plutôt contre. Certes, notre sondage n'est pas sur un échantillon représentatif, mais tout de même, il y a une tendance qui est intéressante. En tout cas, merci à tous. Vous allez recevoir un petit sondage à nouveau que nous vous demandons de renseigner. C'est un petit questionnaire d'évaluation sur ce webinaire, s'il vous a plu et ce qui vous a plu et pas plu, de telle manière que nous puissions nous améliorer. Dans le cadre de ce sondage, vous pourrez indiquer si vous désirez recevoir le replay, l'enregistrement. Je te coupe, Jean-Jacques, je viens de le mettre dans le chat. Très bien, le sondage. Ok, bon, ben Tout à fait. Si vous voulez le documenter tout de suite, vous pouvez le faire. Sinon, vous le recevrez par email. Donc, vous pouvez, dans le cadre de ce sondage, demander à recevoir l'enregistrement, le replay de ce web. Et enfin, il vous est proposé éventuellement d'être tenu au courant des activités de AFQP PACA en matière d'audit, et notamment dans le cadre de son club auditeur interne croisé, le club AIC, si ça vous intéresse d'être au courant de ces activités et d'en faire éventuellement partie. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Joyeuses fêtes et à bientôt en 2022 sur nos lignes du programme Entraide. À bientôt, bonne journée. Au revoir. À bientôt à tous.